Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Les vacances, souvent, pour beaucoup de gens, c'est l'occasion de sortir l'accessoire qu'ils chérissent et qu'ils ont hâte de reprendre, de remettre sur la route, la roulotte, la tente roulotte, le VR ou autre, et parfois des gens avec du matériel beaucoup plus léger. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la dimension motorisée des trucs. On va en parler avec un expert en automobile chez CA Québec, M. Jesse Caron. Bonjour, M. Caron. Bonjour. J'ai toujours, moi, j'ai quand même une certaine aptitude à comprendre comment fonctionne ma voiture. Et quand je vois les VR qui sont stationnés dans les entrées des duplex, des bungalows que je vois un peu partout, puis je me dis, ouais, ça va prendre la route dans quelques semaines et ça va être très sollicité. Y a-t-il assez de mesures de prévention en fonction de ces véhicules-là? Moi, je suis toujours inquiet. Ben, je vous comprends. C'est sûr qu'au Québec, on n'est pas très exigeant pour la conduite. Puis pas juste au Québec, on va se le dire, là, ailleurs en Amérique du Nord aussi, de ces énormes motorisés-là, surtout les classes A, là, ceux qui ressemblent à des autobus. Il y en a carrément qui ont des châssis d'autobus aussi, avec des gros moteurs diesel à l'arrière. C'est énorme, c'est très lourd, ça freine pas, ça tourne pas sur un dissous de la même manière même qu'un pick-up le ferait. On peut les conduire avec un permis de classe 5. Donc, on n'a pas besoin de formation particulière. Moi, je pourrais conduire ça? Vous pourriez conduire ça, n'importe qui peut conduire ça avec un permis de classe 5. Je me rassure pas, M. Caron. Ben, écoutez, pourtant, tout le monde le fait, on en voit à toutes les sauces. Et nous, à CA Québec, là, ce qu'on dit, c'est au moins, là, prenez le temps, premièrement, dans nos écoles de conduite, il y a possibilité d'avoir là au moins certains trucs, certaines formations de base. On en a dans la région de Montréal. Mais sinon, là, on peut aller au moins dans un stationnement avant de partir. Si ça fait longtemps, il faut se dérouiller un peu. Donc, ressaisir là, la dimension de la chose aussi. Le diamètre de braquage, ça prend de la place, tout ça. Comment ça va freiner. Donc, pour la partie conduite, la partie qui nous incombe en tant que conducteur-conductrice, ben au moins on peut faire ça. Mais c'est pas tout, évidemment, il faut que le véhicule soit en bon état. Puis ça, c'est une autre paire de manches. Ben voilà, j'ai des images qui me reviennent en tête. Il y a 5 ans, d'un véhicule un VR, donc un motorisé qui descendait vers la traverse de Tadoussac, qui a manqué de frein et qui a donc monté la guérite de sécurité et a atterri, on le voit à l'écran, sur le bateau. Imaginez, on n'est pas dans un film d'action là, de Fast and Furious. Ça s'est produit. C'est souvent le cas. Hein? Un cours d'eau est rarement en haut d'une montagne, il est toujours en bas d'une montagne. Et donc, souvent, les files d'attente, les embarcadères sont au bout de longues pentes. On pense aux éboulements aussi, par exemple. Alors, ce genre de situation-là, là, c'est quand même, les images qu'on vient de voir sont vraiment terrorisantes. Ça fait 5 ans que c'est arrivé. Mais moi, la sécurité du freinage et de toutes les composantes mécaniques de ces véhicules-là, est-ce qu'il y a matière à se questionner? Avez-vous l'impression que, parce qu'au CAA, je suis persuadé que beaucoup des gens qui utilisent ces véhicules-là sont membres chez vous, avez-vous vent du fait qu'il y a des vérifications de sécurité faites avant chaque utilisation massive, là, comme ça, en plein été? Non, il n'y a pas de vérification de sécurité obligatoire. En fait, au Québec, là, c'est simple. Hein. Si le véhicule est remisé pendant plus d'1 an, là, il devra passer une inspection qui est chez un mandataire de la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec. Et là, la sécurité sera vérifiée. Mais si on l'a remisé pendant 6 mois puis qu'on le remet sur la route, on n'est pas obligé de faire ça. Et c'est la même chose pour tous les véhicules. Hein. Il y en a là, des vieux modèles qui devraient plus être sur la route, même qui sont des voitures, des camionnettes qui devraient plus être là non plus. Et ça fait longtemps que nous, on dit qu'il devrait y avoir quelque chose de plus strict là-dessus. Et ça, c'est le cas dans d'autres provinces et surtout dans plusieurs États des États-Unis, mais ici, ce n'est pas obligatoire. Donc là, il faut jouer sur le sens de la responsabilité. Oui, c'est ça, le bon sens civique du monde. Exact. Il faut prendre nos responsabilités. Et ça veut dire qu'avant, là, quand on sort le véhicule, là, bon, il y a des choses qui sont simples à vérifier, puis on va peut-être avoir tendance à outrepasser, ou des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, là, on parlait des freins, mais on va y aller encore plus de façon à la base. des pâquerettes, là, c'est les pneus.
Ben oui. Les pneus d'un véhicule comme ça, ça a besoin, là, ça roule pas à la même pression que dans une camionnette ou une voiture. Il faut s'assurer que la pression est bonne. Ça, c'est un minimum. Il faut aussi regarder une fois de temps en temps le code de date des pneus, parce que il peut rester de la bande de roulement, là, il peut rester de la profondeur, puis les pneus ont l'air encore bien bons pour faire plusieurs années, mais le caoutchouc, à mesure que le pneu vieillit, il commence à sécher, exactement, et il peut se fissurer, puis des fois, c'est dans des endroits qu'on verra pas nécessairement. Alors, la règle d'or, c'est de ne jamais dépasser 10 ans avec des pneus. Ça, c'est pour n'importe quel véhicule, mais encore plus avec un VR qui va peser 5000 kilos, là. Ça, c'est sûr. Donc mais où est-ce qu'on trouve ça? Est-ce que, 10 ans, mais évidemment, très souvent, ces véhicules-là sont revendus. Donc, moi, j'achète un VR qui a l'air en bon état, les pneus sont en bon état. Donc, moi, je ne sais pas quand est-ce que les pneus ont été posés. Est-ce qu'il y a un code de préemption, comme sur un pain tranché, sur les pneus? C'est un peu plus difficile à interpréter, mais il y en a un. C'est sur les pneus, il y a un moment donné, il y a l'inscription DOT pour Department of Transportation, DOT aux États-Unis. Et après, il va y avoir une petite zone où il y a 4 chiffres qui sont indiqués. Les 2 premiers chiffres, c'est la semaine, et les 2 derniers chiffres, c'est l'année. L'année de fabrication. De fabrication. Autrement dit, si vous voyez, par exemple, 12, 15, ça veut dire qu'ils ont été fabriqués à la 12e semaine de 2015. 12e semaine, donc à peu près au printemps 2015. Okay. Ça veut dire qu'ils approchent vraiment de leur dizaine. Alors là, oui, effectivement, c'est inscrit là, on peut le vérifier. On peut aussi, de toute façon, il y a des ateliers qui se spécialisent dans l'inspection générale de ces modèles-là. C'est sûr que ça rentre pas dans tous les garages, hein, c'est haut, tout ça. C'est vrai. Mais effectivement, il y a des ateliers recommandés CA Québec, puis il y en a d'autres aussi qui peuvent faire ce genre de service-là. Mais c'est sûr que c'est des coûts. C'est des coûts quand même. Là. Une personne va dire, là, j'ai pas rien que ça à faire chaque année, aller faire checker mon camion. Et pourtant, c'est parce qu'on sait très bien qu'un véhicule... Moi, j'ai longtemps entreposé dans des conditions très abjectes des véhicules pendant l'hiver. Quand arrivait le printemps, tu ressortais, non seulement était très sale, mais était très humide et surtout, beaucoup de pièces n'aiment pas tellement être en inertie pendant 6, 7, 8 mois. Des tuyaux peuvent se mettre à craqueler, alors que le même véhicule qui roule tout le temps a probablement une meilleure hygiène de vie, si on peut dire, entre guillemets. Donc, il y a les pneus à vérifier, bien sûr. J'imagine que l'autre point majeur, c'est effectivement les freins et les conduites de freins. Parce que les freins, ça marche avec du liquide qu'on pompe avec la pédale, qui ça va pousser sur les étriers des roues d'auto. Exactement, c'est en plein ça. On va vous engager au CA Québec. Je pense que vous pourriez en montrer à beaucoup de monde, mais effectivement, donc c'est comme ça que ça marche. Et ces freins-là, oui, il faut vérifier qu'il n'y a pas de fissure là-dedans, tout comme on va le faire aussi pour les canalisations du système au propane, hein, parce que ça, rendu au camping, ça peut causer d'autres sortes de problèmes. Mais pour ce qui est des freins, donc on vérifie les canalisations, oui. C'est pas toujours évident de le faire. Non, des fois, c'est caché, tout ça. Ce qu'on peut faire, puis là, par contre, ça, c'est difficile à faire à la maison, surtout avec des véhicules qui ont des doubles roues, tout ça, des 2 essieux ou peu importe à l'arrière. Il faut vérifier que les freins sont en bon état de marche, parce que quand ça roule pas pendant une grande partie de l'année, qu'est-ce que ça fait? La rouille prend là-dedans, ça colle. Donc, les freins, à ce moment-là, la surface de contact est réduite quand on veut freiner. Les étriers, comme vous l'avez dit, pinceront peut-être plus nécessairement comme ils devraient le faire. Ils vont être pris là-dedans. Donc, un bon nettoyage de freins, j'ai envie de dire une fois par année, mais encore là, il faut pas être plus catholique. Faut rester réaliste, là, c'est ça. Faut rester réaliste. Ouais. Donc, une fois par 2 ans peut-être, mais premièrement, la sécurité va en bénéficier énormément, celle des gens dans le VR et des autres usagers de la route. Oui, puis ça gâche les vacances en maudit. Quand tu te retrouves dans le Dallo avec ton VR, faire venir un towing gigantesque, une remorqueuse de fou là, qui va être capable de tirer la place Ville-Marie pour te sortir du Dallo, ça gâche les vacances comme il faut. Tout à fait. Puis ça coûte cher remplacer ça, là. Un travail de remplacement de frein sur une voiture, un véhicule, un VUS avec 4 roues, hein, juste 4 roues ordinaires. Par exemple, les freins en arrière, ça peut facilement coûter 700-800 $ remplacer l'ensemble. Là, on a des composantes qui sont surdimensionnées. Puis évidemment, si on a 6 roues, tout ça, le système de freinage est différent également. Donc, ça veut dire que plus tard, au bout du compte, on va économiser si
si on applique ces simples étapes-là de prévention. Donc, oui, c'est plate, puis oui, il faut y penser, il faut prendre un rendez-vous d'avance parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais il faut penser aussi que quand on a un véhicule de plus de 3000 kilos au Québec, puis ça, je tenais à le mentionner, en haut de certaines pentes, là, vous avez mentionné les éboulements tout à l'heure, c'est le cas aussi quand on veut descendre là, de l'autoroute 73 en Beauce, il y a des côtes aussi où il faut s'arrêter. On va voir un symbole, un panneau avec une vérification obligatoire 3T pour 3 tonnes et plus pour les freins. Il faut s'arrêter. Et pas seulement les VR. Si vous avez une camionnette là, de genre F-150 ou Silverado qui en pèse déjà 2300-2400 kilos, puis avec derrière, une roulotte fifth wheel qui en pèse 3000, il faut vous arrêter. Moi, j'ai une minuscule roulotte qui pèse 2000 livres en bon français avec un véhicule utilitaire en avant. J'ai calculé 100 kilos, puis j'arrive à peu près à 3100. Ben, j'arrête. Donc, c'est tout simplement ce qu'il faut faire. C'est pas long, donc on l'oublie pas. Et si jamais, évidemment, on pourrait économiser. Si jamais on se fait prendre à pas s'arrêter, on pourrait avoir une contravention, mais aussi, c'est la sécurité qui compte. Bien sûr. Dites-moi, là, on a fait les pneus. Ça s'appliquait aussi aux remorques, bien évidemment, parce que les remorques ont des pneus, donc tente roulotte. On a fait les freins. Souvent, les roulottes n'en ont pas, mais parfois, elles en ont. C'est pour ça qu'on a une attache multiple qui a, en plus des clignotants, des feux de position et des feux de frein. Il y a aussi pour des freins électriques qui sont actionnés par le même connecteur. Donc, ça doit être quelque chose. J'imagine que tout le monde branche son connecteur puis demande à quelqu'un, vas-y chérie, pèse ses breaks, mets les clignotants, ça marche-tu, ça marche pas? Oui, ça marche, parfait. Comme quand on loue un trailer chez U-Haul. OK, mais après ça, moi ce qui m'inquiète le plus, je pense sincèrement, puis je pense que c'est une angoisse de l'enfance, la boule, l'attache de remorque sur une voiture. C'est sollicité en VRA. Oui, tout à fait. L'attache remorque, elle est solide. Une fois quand elle est bien installée, on a rarement vu un code d'attache qui va tomber. C'est vraiment sur le plan là, du couplage. Là, hein. Oui. Il faut vraiment faire attention parce que ça aussi, à un moment donné, quand on s'en sert pas trop souvent, la lubrification disparaît tranquillement. Et là, on peut avoir de la difficulté à coupler. On arrive, on est bien aligné, tout ça. On fait descendre la roulotte, puis pourtant, ça rentre pas bien. Là. On n'est pas capable de venir là. Il y a comme une espèce de cuillère qui s'en va en dessous de la boule. Là. Oui, exact. Puis là, il y a une petite manette qu'il faut baisser, puis il faut que ça fasse un clic là, définitif. Des fois, c'est pas aussi évident que ça. Alors, à ce moment-là, le couplage pourrait pas être bien fait. Donc là, il faut s'assurer que ça, c'est lubrifié une fois de temps en temps. Les chaînes également, les chaînes peuvent rouiller. Les chaînes, à un moment donné, peuvent s'affaiblir. Est-ce qu'elles sont encore bien vissées après la pôle, si on veut, de la roulotte. Ouais. Donc, ça aussi, il faut que ce soit, puis on met ça en croisée, évidemment, toujours. Le système de frein de remorque, c'est de plus en plus fréquent sur quand même beaucoup de roulottes, peut-être moins les tentes roulottes, mais il y a plusieurs roulottes qui en ont. Quand c'est lourd, tu veux pas que ta remorque, qui n'a pas de frein, dépendent juste des freins de l'auto, parce que là, elle va te pousser. La remorque va pousser la voiture qui est supposée tirer. Fait qu'on veut pas ça non plus. M. Caron, on va manquer de temps, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a plein d'enjeux de sécurité comme ceux-là, puis on n'a pas du tout parlé, vous l'avez évoqué, des conduites de gaz, quand même, c'est important. On veut pas vivre ça, on veut pas vivre une bouteille de propane vide quand on arrive au bout de la route. Et on ne veut pas non plus avoir d'incendie et d'accidents. On pourrait s'en reparler, mais dis-moi, est-ce qu'il y a quelque part une espèce de liste d'items à vérifier quand on veut? Parce que là, tous ces gens-là, en ce moment, sont partis pour les vacances à construction. Là, ils sont bien installés, ils ont du beau temps, ça va bien, c'est le fun. Mais peut-être qu'un peu de lecture avant de partir pour avoir les points à vérifier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe comme sur votre site Internet, par exemple? Oui, sur caquebec.com, on a des capsules conseils pour les VR. Donc, c'est simple, là, on va dans le moteur de recherche, on inscrit motorisé, VR, camping, on va trouver quelque chose. Et il faut pas oublier la FQCC, la Fédération québécoise de camping caravaning, qui est évidemment spécialisée dans ce genre de choses-là, qui a des publications très, très détaillées également. C'est un bon point de départ aussi là, pour partir en sécurité puis s'éviter du trouble. Bon, puis une bonne raison pour dire, ben oui, j'écoute la TV, c'est exceptionnel. Là. C'est le fun de feu de camp, mais c'est notre sécurité chérie. Merci beaucoup, M. Caron, et bonne saison avec votre propre roulotte. Merci beaucoup. Jesse Caron, qui est expert en automobile chez CAA Québec.